Donc voilà, je suis heureux de vous accueillir comme secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, qui, comme vous le savez, fait partie du Collège Belgique, et nous avons depuis plusieurs années maintenant des conférences de médecine au sein du Collège qui traitent de grands sujets d'actualité, et c'est un sujet d'actualité fondamental que nous pensions pouvoir vous proposer aujourd'hui. Comme vous le savez, l'athérosclérose, les maladies cardiovasculaires sont un des mals les plus importants dans les pays industrialisés, causant évidemment énormément d'handicaps, d'abord, mais aussi des décès parfois extrêmement rapides des patients. Et au-delà de ce qui est de la prévention, et qui est évidemment le point de base, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie saine, le fait de faire du sport, de manger sain, d'avoir une activité qui permette de garder un BMI, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas être en excès de poids. Tous ces facteurs-là sont évidemment fondamentaux, mais au-delà de cela, il y a aussi des facteurs qui sont parfois des facteurs génétiques qui aboutissent à ce qu'on ait trop de cholestérol, même si on n'est pas quelqu'un qui est obèse ou qui mange beaucoup trop de graisse. Et on sait que ces facteurs peuvent favoriser, susciter des problèmes particulièrement importants qui aboutissent dans certains cas à des obstructions artérielles brutales. Alors aujourd'hui, les radiologues ont développé, et ça depuis de nombreuses années, je vois justement entrer une de nos académiciennes qui est la professeure Danielle Ballerio, qui a été qui a promu cette radiologie interventionnelle d'une manière très importante, ont abouti à des techniques absolument remarquables qui peuvent sauver des personnes. Mais bien entendu, il faut que les personnes arrivent au bon moment, au bon endroit. Et c'est un des éléments fondamentaux aussi en Belgique que de créer les situations les plus appropriées pour que quelqu'un qui fasse un accident vasculaire cérébral par exemple, puisse être conduit le plus rapidement possible à l'endroit où on va pouvoir agir d'une manière efficace, parce que, comme vous le savez, quand une artère est bouchée, il ne faut pas énormément de temps pour que le territoire soit finalement détruit et que les personnes, dans certains cas, quand c'est des bouchages fondamentaux, en meurent. Donc c'est très important d'avoir des centres, et nous en avons heureusement en Belgique de très remarquables, qui sont capables d'agir sur ces situations, et on va certainement beaucoup en parler aujourd'hui. Mais la radiologie interventionnelle ne se limite pas à ça. Comme vous le savez, il y a beaucoup de malformations vasculaires, par exemple des anévrismes, et on sait que pas mal de gens meurent d'un anévrisme cérébral qui se rompt tout à coup. Maintenant, on a aussi des personnes qu'on peut diagnostiquer avant que ça se rompe, et même quand c'est rompu, on peut aussi encore agir dans un certain nombre de cas et sauver les gens. Et là aussi, les radiologues interventionnistes jouent un rôle tout à fait fondamental. Enfin, notamment aussi, les enfants peuvent avoir des malformations cérébrales importantes, et c'est aussi un des fleurons, je dirais, notamment du service de l'hôpital Erasme avec le professeur Lubitz, que de traiter ces patients dans l'enfance pour leur éviter des problèmes tout à fait majeurs et parfois pour les guérir, problèmes très importants. Donc je vais leur céder la parole sans oublier de vous dire que la séance sera vraisemblablement, c'est en cours, en tout cas accrédité par l'INAMI, et que si parmi vous, il y a des médecins, vous pouvez laisser en sortant votre nom et votre numéro INAMI pour être accrédité pour cette séance. Je vais maintenant céder la parole au professeur Lubitz et après cela au docteur Dranouri pour nous évoquer leurs patients. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'une de mes passions, mon métier de neuroradiologue interventionnelle, et vous verrez au travers de ces diacs, c'est un sujet assez vaste. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ce sera assez rapide puisqu'on va essayer de brosser un petit peu toutes les indications de ce que l'on fait. Je voudrais évidemment remercier l'Académie, en particulier le professeur Casimir, pour cette invitation et pour pouvoir partager ceci avec vous. Alors, qu'est-ce que la neuroradiologie interventionnelle ? Eh bien, un terme qui peut également être consacré, c'est celui de neurochirurgie endovasculaire, et on comprend mieux que le métier s'apparente plus à de la neurochirurgie qu'à de la radiologie, mais que sans la radiologie, on ne peut pas réussir à faire ce genre de travail. On va mettre au point, on va traiter et ensuite suivre les patients qui sont porteurs de maladies accessibles par la voie dite endovasculaire, donc via les vaisseaux, aussi bien au niveau du cerveau,
de la face que de la moelle, et parfois même, vous verrez, par voie percutanée. De plus en plus, ces techniques, aujourd'hui, ont vraiment pignon sur rue et ont remplacé la chirurgie. Et c'est évidemment le progrès dans les matériaux qu'on utilise, dans les techniques radiologiques, qui ont permis d'augmenter ces indications. On s'inscrit dans des groupes pluridisciplinaires, ça veut dire qu'on collabore énormément avec tout un tas de services en intra-hospitalier, également à l'extérieur, sur le plan national et international, vous le verrez. Et la formation est longue, elle est très spécifique, elle nécessite en Belgique, via un arrêté royal, de faire la radiologie, diagnostic d'abord, et puis thérapeutique, et neuroradiologique en particulier. Et l'activité est très particulière en ce qu'elle est extrêmement exigeante par le fait que tous les jours, on passe des heures dans les vaisseaux des structures probablement les plus nobles et les plus fragiles, que sont le cerveau et la moelle épinière, et que ça confère alors un stress très particulier à ce type d'intervention. La technique qu'on utilise, et dont vous parlera également le docteur Tanouri, est une technique assez vieille qu'on appelle l'angiographie, qui consiste à voir les vaisseaux d'un organe du corps en y introduisant un cathéter par voie fémorale, par voie radiale, peu importe l'artère que l'on va cathétériser. Le but est d'atteindre la structure par ces vaisseaux et d'y injecter un produit de contraste iodé pour voir ces vaisseaux et alors pouvoir atteindre par la suite la lésion à traiter. Pour ce faire, on a besoin d'appareillage lourd, ça veut dire qu'on a besoin de systèmes comme celui-ci qu'on appelle une salle d'angiographie, où vous avez des arceaux de radiologie, des arceaux à rayon X que l'on va placer autour de la tête du patient, et les images de ce que l'on va réaliser comme intervention vont être présentes sur ces écrans multiples, le patient étant couché comme ceci, et nous qui intervenons au niveau du pli de laine en général. Voilà le type d'image qu'on obtient grâce à ces techniques d'angiographie. Vous avez ici une artère carotide interne avec un petit anévrisme sur une des branches de division. Vous voyez la définition de ces vaisseaux. Vous avez le petit anévrisme que l'on voit bien ici, qui fait environ 3 à 4 mm. Et vous allez voir que le but de l'intervention va consister en l'occlusion de cette petite poche grâce à ces techniques extrêmement précises d'imagerie en 3D. Vous voyez toutes les indications qu'on va brosser assez rapidement, en commençant par la pathologie reine jusqu'alors qui est la prise en charge des anévrismes. Mais vous voyez qu'il y en a pas mal d'autres et que petit à petit, d'année en année, notamment dans le cours pour les étudiants en médecine, eh bien, ça s'élargit. Les anévrismes, vous le savez, c'est une maladie qui n'est pas rare, c'est une maladie acquise qui, sous l'influence de différents facteurs de risque comme le tabac et l'hypertension, peut exposer les patients qui en ont à une rupture d'anévrisme. Ça veut dire le pire mal de crâne que vous puissiez imaginer, comme un coup de poignard dans un ciel en général serein. Ça, c'est lorsque l'anévrisme saigne, mais parfois il est découvert également quand il n'a pas saigné. 1 à 5% de la population va, dans le décours de la vie, développer un ou plusieurs anévrismes, et la réalisation de scanners, d'IRM, donc d'examens d'imagerie diagnostique pour tout un tas de raisons, va nous amener à avoir des patients qui consultent pour la prise en charge d'anévrismes qui n'ont pas saigné. Et aujourd'hui, c'est la majorité d'ailleurs des patients que nous opérons, sont des anévrismes qui n'ont pas saigné. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les opérer, mais en tout cas, on doit mettre en balance le risque opératoire avec le risque naturel de la lésion. Lorsque vous rompez un anévrisme, eh bien, malheureusement, un tiers des patients vont décéder. On ne pourra rien faire. Les 2 autres tiers sont pris en charge de manière urgente parce que sans traitement, vous voyez que la mortalité est très élevée, de l'ordre de 60%. Et l'anévrisme, c'est une sorte de petit sac qui s'est formé sur une artère du cerveau. Alors au fil des années, au départ, il n'existait que le traitement chirurgical où vous trépanez et vous venez mettre un clip sur l'anévrisme. Eh bien, tous ces traitements ont évolué avec le premier dont on va parler, qui consiste à mettre des filaments dans la poche de l'anévrisme et qu'on appelle traitement endovasculaire ou embolisation, qui va s'étoffer de microballons, de stents, de prothèses, qui vont permettre alors d'élargir toutes les indications du traitement endovasculaire. Et d'un point de vue de la compréhension, c'est assez simple. Le but est d'aller boucher cette petite poche qui soit s'est rompue, soit qui menace de se rompre, avec un microcathéter, donc des micro-outils que l'on va guider dans les artères du patient jusqu'à la petite poche fragile de quelques millimètres et pousser dedans des filaments pour l'occlure, ce qu'on appelle des coils, qui sont des petits filaments de platine. La décision, puisqu'il existe 2 traitements, le traitement chirurgical et le traitement endovasculaire, se prend
en équipe, ça veut dire l'équipe de neurochirurgie, l'équipe de neurologie et l'équipe du service. Mais aujourd'hui, dans l'écrasante majorité des cas, l'embolisation ou le traitement endovasculaire a remplacé la chirurgie, à l'exception, et on peut le comprendre, lorsque vous avez un hématome, par exemple, une hémorragie avec une grosse masse, entre guillemets, qui comprime le cerveau, il faut vidanger cet hématome. C'est encore fort difficile à l'imaginer par la voie endovasculaire. Eh bien, dans ce cas-là, la chirurgie est évidemment nécessaire assez rapide. Et soit les chirurgiens et les chirurgiennes y vont tout de suite et clippent l'anévrisme en même temps, soit ils nous demandent en urgence d'aller, juste avant la chirurgie de vidange de l'hématome, sécuriser l'anévrisme pour qu'ils puissent vidanger l'hématome dans des conditions de sécurité. Pour faire simple, il y a deux types d'anévrismes, des anévrismes dits à collet étroit. Ça veut dire que la porte d'entrée de la poche anévrismale est étroite et que lorsque vous coulissez ces petits filaments de platine, entre guillemets, ils tiennent tout seuls, ils sont contenus par le collet. Le traitement endovasculaire a définitivement supplanté la chirurgie dans ces cas-là. Lorsque vous avez des anévrismes avec des collets plus larges, on va le voir, tout un tas de techniques ont été développées, dont la première est l'utilisation d'un microballon. Vous voyez ici un anévrisme avec un collet large. Eh bien, un des microcathéters va permettre de mettre ces filaments et l'autre de gonfler un microballon, de façon temporaire évidemment, pour les maintenir dans le sac anévrismal. Ça peut être utilisé dans des anévrismes sur des artères de très petite taille comme ici, où vous avez l'artère porteuse qui fait environ 2 mm, l'anévrisme en fait 4, et ce microballon, vous voyez, est gonflé de manière itérative pour maintenir les filaments dans la poche anévrismale. Une autre technique qui a vraiment aujourd'hui à peu près remplacé toutes les autres par la stabilité du traitement qu'elle permet d'apporter, c'est l'utilisation d'un stent qui n'est pas le stent qu'on va mettre dans une artère qui est en train de se rétrécir, mais qui est un stent que l'on utilise pour maintenir les filaments dans la poche anévrismale. Vous voyez ici un anévrisme à collet très large. On place d'abord le stent devant cet anévrisme et secondairement, on vient cathétériser la poche pour boucher l'anévrisme avec une reconstruction, vous voyez, parfaite du collet anévrismal. Alors on peut les mettre en Y, en X, en double stent, en triple stent. Je vous passe les détails. L'important, c'est que peu importe aujourd'hui la complexité des anévrismes, vous voyez ici que l'anévrisme englobe 2 artères du cerveau, eh bien on place 2 stents en Y, entre guillemets, pour occlure l'anévrisme. On peut même traiter des anévrismes qui étaient dits chirurgicaux encore il y a quelques années, les anévrismes qu'on appelle de la bifurcation sylvienne au niveau de la tempe, où l'accès chirurgical reste encore aisé par rapport au reste du cerveau, et bien même sur ce type de collet extra large, vous pouvez placer plusieurs stents pour occlure ces anévrismes extrêmement complexes. Parfois les stents, vous voyez qu'on a des modèles à peu près de toutes les formes et de toutes les tailles ou toutes les couleurs, si vous voulez, sont des sortes de tulipes que l'on place à la base de l'anévrisme, ça veut dire juste au collet, et qu'on occlue ensuite secondairement à l'aide de ces filaments. Une autre technique dont vous entendrez peut-être parler et qui a eu pignon sur rue il y a une dizaine d'années, pensant qu'elle allait remplacer toutes les autres, ce sont des stents qui modifient le flux. Ça veut dire que quand vous placez le stent devant l'anévrisme, eh bien, il va cicatriser entre guillemets tout seul, sans qu'on mette du matériel à l'intérieur, en faisant thromboser, cicatriser la lésion anévrismale. Enfin, lorsque l'on va combiner l'ensemble de ces propriétés, ça veut dire un matériau que l'on met dans l'anévrisme et la propriété de modifier le flux, eh bien, il y a tout un tas de prothèses qui ont été développées, dont une qui a été fortement évaluée dans le monde et qui a démarré il y a maintenant une dizaine d'années. Une firme américaine qui est assez connue avait décidé de développer, avec les progrès de tous les autres matériaux, ce type de matériaux particuliers et nous a sollicité pour développer le modèle qui sera ensuite utilisé chez l'être humain, puisqu'on a commencé, et il faut évidemment toujours le faire, par de l'expérimentation, ou en tout cas des tests animaux dans une animalerie en Autriche, où on allait faire des tests pour développer la prothèse non plus in vitro, si vous voulez, mais celle qui pourrait être utilisée en première intention chez les patients, avec évidemment toujours des avis au comité d'éthique, toujours des décisions collégiales, et 300 choisis dans le monde, dont le nôtre. On était investigateur principal pour cette prothèse et le développement de la prothèse qui a
comme avantage, dans certains cas, parce que tous ces traitements ont des bénéfices, ont évidemment des risques, de pouvoir traiter des anévrismes dans un temps assez court, où vous voyez ici un anévrisme avec un collet large. La prothèse est placée dans le sac anévrismal, sans stent, sans filament, et on a un contrôle plus tardif, une intervention qui parfois peut durer une demi-heure, ce qui n'enlève pas évidemment sa dangerosité, et le même type d'intervention dans un anévrisme dit du sommet de l'artère basilaire, où si on traite ça de manière classique avec un stent et des filaments, on en a pour 3-4 heures, et ici ce traitement a pu être fait en 15-20 minutes, avec un contrôle, vous voyez, presque 6 ans après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces techniques ont évolué, et c'est tout au bénéfice des patients de pouvoir combiner, d'avoir les capacités dans un hôpital comme le nôtre d'offrir tous les traitements disponibles, c'est-à-dire la chirurgie qui existe encore, mais qui est appelée à disparaître, c'est assez clair, et qui est remplacée par une chirurgie dite endovasculaire. Deuxième chapitre, ce qu'on appelle les shunts artério-veineux, et c'est important parce que je terminerai par mon coup de cœur et qui est mon activité principale, à savoir de traiter les enfants, et bien ce qu'on appelle les shunts artério-veineux. Qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est une communication anormale entre des artères et des veines. Ça veut dire que des artères à pression élevée vont se connecter à des veines, soit avec une interposition de cette espèce de réseau de vaisseaux hybrides qu'on appelle un nidus, et on parlera de malformation artério-veineuse, soit les artères et les veines se connectent directement. Là, on est plutôt sur des maladies congénitales qu'acquises, ça veut dire qu'il y en a rarement qui apparaissent pendant la vie, mais c'est surtout congénital, des défauts probablement de destruction de vaisseaux durant la vie fœtale. Eh bien, ces malformations, dites artério-veineuses ou fistules artério-veineuses, vont, elles, se manifester aussi par des hémorragies, éventuellement des crises d'épilepsie, chez des patients plus jeunes. La rupture d'anévrisme, en moyenne, c'est 50-55 ans, 2 fois plus de femmes que d'hommes. Pour ce type de shunt artério-veineux, c'est plutôt vers 20-25 ans que ça se rompt, avec évidemment des conséquences qui sont désastreuses, comme la rupture d'anévrisme. Eh bien, les traitements sont au nombre de 3, et c'est par ordre ce qu'on utilise. Vous allez voir que la technique endovasculaire a également ici toute son importance. Le Gamma Knife, c'est un appareil de radiochirurgie qui permet de tirer des rayons de manière très précise sur une zone du cerveau. Et enfin, la chirurgie. Alors, comment on fait? Eh bien, voilà, toujours cette technique d'angiographie où vous voyez une artère, ici l'artère vertébrale qui est dans la nuque, et qui va, via différentes branches, former ces shunts artério-veineux dans le cervelet, une structure postérieure du cerveau. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est remonter dans l'ensemble des vaisseaux qui nourrissent la malformation avec des microcathéters pour venir injecter de la colle et boucher progressivement cette malformation. Parfois, on peut avoir des malformations qui donnent des conséquences au niveau de la moelle ou qui sont des malformations des vaisseaux de la moelle, puisqu'il existe une continuité anatomique entre les vaisseaux cérébraux et ceux de la moelle. Ici, vous avez un cerveau et une moelle cervicale haute, vue de profil, et vous avez tout un tas de vaisseaux anormaux ici à la surface de la moelle, avec également ce qu'on appelle un édème dans la moelle, et un patient qui développe une tétraparésie, ça veut dire progressivement les 4 membres qui perdent en force et en sensibilité, et on voit une structure vasculaire dilatée ici, au centre du cerveau. Eh bien, l'angiographie, de nouveau, cette technique précise qu'on utilise, va nous permettre d'identifier une malformation intracérébrale, mais qui se draine au travers des veines de la moelle, que l'on va venir occlure à l'aide de cette colle dont je vous ai parlé, avec une restitution complète et un arrêt, évidemment, de la progression de la maladie. Parfois, on combine les traitements, et comme je vous l'ai dit, c'est l'avantage, évidemment, d'un hôpital universitaire, c'est de pouvoir offrir toutes les solutions. Lorsque l'on a des malformations extrêmement complexes, et peu importe ici ce qu'elle est, eh bien, la veine ici, qui est le siège de cette malformation, n'était plus accessible par les voies vasculaires parce que tout était, entre guillemets, thrombosé, bouché. Eh bien, on a demandé à notre équipe de neurochirurgie de nous créer un tout petit trou de trépan au niveau de l'os occipital pour cathétériser et ponctionner directement la veine malade et venir, avec le microcathéter, occlure la zone malade, non plus en passant par
l'artère ou la veine, mais bien en ponction directe dans une veine du cerveau, je vous disais, à la fois l'endovasculaire, mais également parfois des voies percutanées. Troisième chapitre, là on s'attaque à ce que M. Casimir vous a expliqué et qui est assez classique dans l'évolution des populations occidentales, la théromatose, le rétrécissement des vaisseaux qui vont vers le cerveau, ça veut dire dans leur portion cervicale, mais également dans le cerveau même, et des patients plus âgés avec des manifestations classiques d'accidents vasculaires ou bien d'accidents qui précèdent l'accident vasculaire, des facteurs de risque que vous connaissez et des images de rétrécissement que vous voyez ici sur la carotide interne au niveau du cou. Eh bien, la chirurgie est une option. L'autre option, c'est de mettre un stent pour ouvrir la plaque de graisse et venir restituer un calibre normal au niveau de cette artère. Ça peut se voir aussi, je vous l'ai dit, dans le cerveau, avec ici une artère, l'artère basilaire qui est rétrécie, et la mise en place du stent, ici vous voyez, avec un calibre qui redevient normal et une artère qui revascularise le cerveau. Quatrième chapitre, et je vais boire un peu d'eau si vous permettez. C'est l'hémostase. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait c'est un contrôle soit d'une hémorragie qui est traumatique, soit de lésions qui saignent. Il y a tout un tas d'indications que je vais vous illustrer, comme les saignements de nez qui sont rebelles, des hémorragies par trauma, soit des traumas accidents de la route ou autres, soit des traumas d'une chirurgie par exemple. On a la dévascularisation avant chirurgie par exemple de tumeurs hémorragiques. Et on a un chapitre tout à fait récent qui est la prise en charge des hématomes sous-duraux chroniques. Ça veut dire quoi ? Des collections que l'on a et qu'on peut développer lentement dans les populations plus âgées, notamment qui prennent des anticoagulants, et qui sont aujourd'hui une indication majeure de ce que l'on fait, parce qu'il y a énormément, évidemment, de gens qui prennent des anticoagulants, et la population qui vieillit. Cela va, évidemment, occasionner un nombre de patients croissants qui développent des lésions qu'on connaît à bas bruit. On ne parle pas d'hématomes ici traumatiques, on parle bien de collections qui se forment lentement, avec, vous voyez des images de scanner ici, et du côté gauche, une collection, qui, en fait, dans la compréhension qu'on en a aujourd'hui, est une vraie maladie neurovasculaire, inflammatoire, avec des hémorragies de faible intensité qui se répètent et qui créent ces collections qu'on peut évidemment vidanger de manière chirurgicale, mais que l'on peut aujourd'hui traiter également par injection au travers des artères nourricières de petites billes plastiques qui vont venir assécher la lésion, qui va spontanément se résorber et disparaître. Et c'est aujourd'hui en combinant les deux techniques, ça veut dire l'embolisation, vous voyez ici l'hématome et le contrôle au scanner plus tard, et la chirurgie, que l'on va permettre aux patients d'avoir les meilleurs résultats, ça veut dire le moins de récidives possible, l'embolisation permettant de faire disparaître ces hématomes chez 3 à 4 patients sur 10 dès la première intervention. Alors les traumas, c'est un cas particulier d'un trauma par balle. Vous voyez la carotide ici qui a été abîmée par cette balle. Il y a une brèche, et donc ce que l'on fait, c'est venir placer un stent couvert sur, et d'ailleurs l'image a disparu, donc vous ne verrez pas l'image de l'artère reconstruite. Et dans certains cas, je vous le disais, on va aider la chirurgie, notamment dans certaines tumeurs très hémorragiques, en allant dévasculariser. Par exemple, ici, vous avez une image typique de ce qu'on appelle un méningiome, ça veut dire une tumeur généralement bénigne, qui est nourrie par des artères que l'on peut cathétériser, ça veut dire entrer dedans et injecter des produits qui vont assécher la tumeur avant le geste chirurgical. Là, on n'est pas curatif, évidemment, on vient en aide à la chirurgie. Rapidement, on a 17 minutes, donc ça va, je vais vous parler des malformations vasculaires lorsqu'elles sont en dehors du cerveau et de la moelle épinière, ça veut dire lorsqu'elles sont dites superficielles. Elles touchent souvent les enfants et souvent le visage, et vous devez savoir que le visage partage avec le cerveau les mêmes vaisseaux, ce qui explique qu'il y a tout intérêt, lorsqu'on les prend en charge, à avoir une connaissance neuroradiologique pour éviter des complications. Ça veut dire le passage du produit qu'on injecte dans ces malformations vers des connexions intracérébrales. Et ça paraît, vous allez voir,
de la chirurgie esthétique, de la chirurgie de confort, il n'en reste pas moins que si c'est mal fait, les conséquences peuvent être cérébrales et intracrâniennes. Et en fonction du vaisseau qui est touché, on parlera, lorsque vous avez des malformations des capillaires, de l'angiome plan. Et on connaît tous, par exemple, la tache de vin, comme Mikhail Gorbatchev, par exemple. Là, on n'y fait rien, puisque c'est finalement une sorte de tache de naissance, entre guillemets, esthétique. Mais lorsque les malformations atteignent des vaisseaux, notamment veineux, lymphatiques, ou forment des shunts artéroveineux qu'on a vus juste avant, eh bien, ça peut devenir extrêmement gênant, parce que ça grandit toute la vie, que si ça c'est situé dans des régions, évidemment, avec un impact fonctionnel comme les paupières et autres, ça peut avoir des conséquences sur le développement normal. Alors, comment est-ce qu'on va intervenir? Eh bien, on intervient par ponction directe. Ça veut dire qu'on fait une cartographie des vaisseaux, du cou et du cerveau, puisqu'il y a des ponts, je vous l'ai dit, des connexions de part et d'autre, et qu'on va ensuite directement ponctionner la lésion, ici qui est assez évidente, pour injecter un produit de sclérose, un peu comme dans les varices, et faire réduire progressivement la malformation. Vous voyez ici que le résultat est plus que satisfaisant, et ça peut toucher évidemment des adultes aussi, ce qui est plus rare, avec ici une malformation veineuse. Vous voyez la couleur bleutée, une lèvre qui est tuméfiée, une malformation qui est gênante, qui gonfle, qui peut donner des douleurs, et l'abord percutané direct va permettre progressivement, comme une sorte de chirurgie esthétique un peu miraculeuse sans avoir de scalpel, de restituer le plus possible une symétrie parfaite du visage. Alors on arrive évidemment à un chapitre ô combien important, il y a peu de dias, mais on pourra en parler plus longuement après, qui est l'AVC ischémique. On a vu tout à l'heure la rupture d'anévrisme, qui est évidemment une hémorragie cérébrale, et lorsque vous avez un accident vasculaire cérébral, il y a deux types d'accidents vasculaires. Vous avez soit une occlusion d'un vaisseau, ce qu'on appelle une thrombose, qui est de très loin ce qui est le plus fréquent, 85% des patients, et 15% sont des hémorragies. On a vu les malformations artério-veineuses, on a vu les anévrismes. Et bien ici, on va entrer dans un domaine, évidemment, qui est beaucoup plus important en termes de nombre de patients, puisque ça va toucher aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'OMS, 1 personne sur 4 dans le monde. 1 personne sur 4 va faire un accident vasculaire cérébral. Ça veut dire évidemment que ça concerne tout le monde, mais pas simplement les soignants. Ça concerne également l'éducation aux populations, parce que si aujourd'hui tout le monde sait que quand on a mal dans le bras, la mâchoire, et que ça serre dans la poitrine, il faut aller vite vers un hôpital puisqu'on a un problème cardiaque probablement aigu, eh bien l'AVC c'est la même chose. Ça veut dire que la perte partielle du champ visuel, la perte de fonction d'élocution par exemple, la perte transitoire d'une capacité de boutonner sa chemise de manière précise, sont des signes neurologiques qui doivent alerter, qui doivent faire consulter rapidement dans un centre neurovasculaire parce que dans un certain pourcentage, et les AIT sévères, dans 50% des cas, se transforment la semaine qui suit en AVC. Et lorsque l'AVC arrive, le vaisseau cérébral est bouché, tout le tissu d'aval va être évidemment en défaut de perfusion et progressivement va mourir, se nécroser et entraîner ce que l'on sait, cause de handicap majeur, puisqu'aujourd'hui dans les populations occidentales, c'est la première cause de handicap, deuxième cause de mortalité. Et donc on doit insister évidemment sur une notion importante qui est le temps est précieux. À chaque minute d'occlusion d'un vaisseau cérébral, c'est 2 millions de neurones qui meurent. Et si on avait jusque-là un traitement qui était peu efficace, qu'on utilise toujours, et une première ligne, à savoir l'injection d'un médicament par la voie intraveineuse, la fibrinolyse que font les neurologues, eh bien, la révolution médicale en termes de traitement qui est la plus importante, certainement des 20 dernières années, c'est la thrombectomie mécanique. Ça veut dire quoi? Aller par voie endovasculaire, chercher le caillot qui obstrue l'artère. Et ça paraît évidemment assez trivial de se dire, bien sûr que ça fonctionne, on peut imaginer qu'aller revasculariser le vaisseau va être bénéfique pour le cerveau. Il a fallu attendre 2014 et un essai randomisé dont je vais vous parler, donc une étude financée par le gouvernement hollandais, pour enfin valider la technique et aujourd'hui réorganiser complètement les services de neurologie, les hôpitaux qui font ce type de procédure et évidemment l'activité de neuroradiologie interventionnelle. Alors voilà le chemin. Avant, on traitait en regardant un peu les patients, il y avait l'aspirine. Progressivement, dans les années 90, le traitement par injection de fibrinolytique et enfin
le traitement par voie endovasculaire, qui en général est associé au traitement de fibrinolyse. Ça, c'est vraiment l'étude majeure, Mr Clean, sponsorisée par le gouvernement hollandais, je vous le dis, qui va montrer dans le New England un bénéfice majeur. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de personnes qui sont dans un bon état neurologique lorsqu'on va faire une thrombectomie, si on compare au traitement par injection du fibrinolytique uniquement. Alors comment on fait ? Eh bien ça, c'est le quotidien aujourd'hui à Erasme. Vous avez une dame qui arrive avec une hémiparésie gauche, donc une faiblesse du côté gauche, avec un bon score neurologique. Et on voit ici un signe qu'on connaît bien. Madame Valerio nous apprenait dès notre première année en neuroradiologie, le signe de l'aspect spontanément hyperdense, blanc, de l'artère sylvienne, qui est le siège en fait d'un caillot qui va obstruer. On voit ici qu'il n'y a pas de pacification du reste de l'artère. Et on va coupler cette imagerie qu'on appelle à blanc, angiographique, à une étude de la perfusion du cerveau. Ça veut dire qu'on va déterminer s'il y a encore du tissu cérébral à sauver. Et en fonction de ça, on décide si on va revasculariser ou pas le cerveau. Eh bien aujourd'hui, et depuis quelques semaines, on sait que même lorsque le tissu cérébral est mort, aller rechercher le caillot va encore apporter un bénéfice au patient. Donc ce qui est assez fou, c'est que même quand le cerveau est totalement détruit, aller chercher ce caillot a encore du sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à peu près tous les patients qui arrivent avec un caillot sont thrombectomisés. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces patients vont, dans 2/3 des cas, avec les techniques qui s'améliorent, présenter un examen neurologique qui est vraiment satisfaisant. Ça veut dire comme nous, ou avec un handicap très léger et qui n'a aucun impact sur la vie quotidienne. Alors comment est-ce qu'on fait ? Vous voyez ici une artère carotide interne vue de face. Eh bien, toute l'artère sylvienne manque, l'artère cérébrale moyenne, c'est la patiente dont je vous ai parlé. On amène une sorte de micro-panier, qui est en fait un micro-stent dans le caillot, et on va aspirer ce caillot qu'on récupère en revascularisant complètement l'artère. Et ça, depuis maintenant quelques années, c'est devenu l'indication numéro 1 des centres dans lesquels on fait de la neuroradiologie interventionnelle. Quand on voit un patient s'endormir avec une hémiplégie se réveiller en bougeant, inutile de vous dire que ça justifie tous les efforts et toutes les gardes que l'on peut faire. 7e point, avant d'en arriver à la pédiatrie, les pathologies dites veineuses et autres, simplement pour vous citer des choses un peu folles, mais que l'on fait aujourd'hui et qui marchent très bien, qui sont des maladies qu'on commence à mieux comprendre, notamment les acouphènes pulsatiles d'origine veineuse, pas du tout les acouphènes du bruit permanent que les ORL traitent, mais bien des acouphènes qui sont rythmés sur les battements cardiaques, qui peuvent disparaître quand on comprime la veine jugulaire ici au niveau du cou, et qui sont parfois le siège de pathologies veineuses. Les veines du cerveau sont encore moins bien connues que les artères du cerveau en général, et j'insiste toujours beaucoup sur cette anatomie pour les gens qui viennent dans le service. On peut aller dans des cas sélectionnés, de manière collégiale avec les ORL et les neurologues, stenter des zones de rétrécissement, des zones où de la turbulence créée par peu importe quelle situation provoque cet acouphène qui rend la vie des gens évidemment totalement impossible. D'autres indications, vous allez vous dire mais ça ne s'arrêtera jamais, eh bien c'est le cas. Les céphalées chroniques, les gens qui ont des syndromes migraineux chroniques, on commence à les traiter par voie endovasculaire, par injection d'un anesthésiant, avec des devenirs au cours des mois qui suivent, qui sont nettement améliorés par rapport aux échelles de qualité de vie qu'ils décrivaient avant. Imaginez que seul un pourcentage des patients qui ont des migraines chroniques doivent être traités ou peuvent être traités par voie endovasculaire. Vous imaginez déjà qu'au-delà des 2 salles que l'on a déjà, je demanderai à l'HUB de nous acheter une 3e salle. Et puis, pour finir en beauté, en tout cas en ce qui me concerne, la neuroradiologie interventionnelle pédiatrique et néonatale, qui, et vous oubliez tout sur ce que je vous ai dit de l'adulte, n'est pas une neuroradiologie interventionnelle de l'adulte petit, pas du tout. Ce sont d'autres maladies, ce sont d'autres pathologies beaucoup plus agressives, avec des répercussions qui sont encore beaucoup plus importantes que chez l'adulte, et avec évidemment des cas qui sont très rares, mais qui sont centralisés, heureusement, dans les quelques dizaines de centres dans le monde qui ont cette expertise, avec les néonatologues, évidemment, nos neuroanesthésistes qui sont très, très, très chevronnés pour endormir ces toutes petites crevettes,
et avec une spécificité de notre service à Erasme où aujourd'hui on intervient environ une centaine de fois par an pour ces tout-petits, avec des bébés qui viennent évidemment de toute la Belgique, mais également de plusieurs pays que je cite ici. Alors, on a le même type de vocable pour définir ces maladies, mais vous allez voir qu'elles se présentent différemment. Voilà un anévrisme chez un enfant de 18 mois. Vous voyez comme moi que c'est une énorme masse. L'anévrisme est tout à fait différent de l'anévrisme adulte. C'est beaucoup plus grand en général, l'architecture est beaucoup plus complexe, parfois il se comporte comme des tumeurs compressives, et les traitements sont évidemment beaucoup plus difficiles parce que ça entreprend notamment plusieurs artères du cerveau, comme dans cet anévrisme géant qui comprime le tronc cérébral ici, et qu'on est amené à faire des traitements parfois en plusieurs étapes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller occlure notamment les vaisseaux qui nourrissent l'anévrisme, et puis faire ce qu'on appelle des tests d'occlusion. Ça veut dire simuler l'occlusion d'un vaisseau fondamental pour la survie, qui est l'artère basilaire, où on va, vous voyez ici un cathéter dans la carotide, mettre un ballon dans cette artère et tester la possibilité d'occlure toute une artère malade porteuse d'un anévrisme géant. Et par ces techniques, par ces traitements en plusieurs étapes, on peut en effet arriver à des bons résultats permettant d'occlure des anévrismes dits géants comme celui-ci, où vous voyez que l'on va en même temps sacrifier l'artère basilaire. Vous voyez ici les résultats en fin d'intervention et le contrôle 12 mois plus tard, où vous voyez qu'en plus la lésion a diminué de volume, a diminué son effet de masse. Les autres indications chez les enfants sont les shunts artério-veineux que l'on a vus et sont d'ailleurs les plus fréquents en termes de malformations que l'on rencontre chez eux, avec notamment la malformation la plus emblématique qu'on appelle la malformation anévrismale de l'ampoule de Gallien, qui est une malformation qui prend naissance vraiment au cœur du cerveau, dans une veine qu'on appelle la veine de Gallien, qui est le siège de tout un tas de communications anormales. Des artères se jettent dedans, elle va se dilater, cette veine de Gallien, et cette espèce d'éponge de sang va, si vous voulez, aspirer le sang du corps, empêchant le cœur de nourrir correctement les organes. Et ces enfants, déjà dans la vie fœtale, peuvent s'épuiser avec une décompensation cardiaque, mourir même in utero, ou dans les premiers jours de vie. On a ici une radio de thorax de cet enfant qui a un cœur totalement décompensé, qui occupe quasiment la totalité du thorax avec des épanchements pleuraux. Tout ça, c'est lié à la malformation intracrânienne. La mortalité est évidemment très élevée en l'absence de traitement. Et en fait, le pronostic est, dans 100% des cas, péjoratif. Voilà à quoi ça ressemble. Et retenez bien cette image d'une énorme dilatation ici de ce qu'on appelle l'ampoule de Gallien, avec tout un tas d'artères qui se jettent dedans. Et le but du traitement, c'est évidemment le plus tôt possible, même chez des prématurés, d'intervenir pour aller boucher toutes les communications anormales entre ces artères du cerveau et cette fameuse veine de Gallien. Et on le fait autant de fois que possible jusqu'à sécuriser une activité cardiaque qui redevient normale et pour permettre évidemment à cet enfant de survivre. Voilà un résultat au bout de quelques séances d'embolisation, avec parfois des résidus qu'on laisse. On ne se bat pas pour le dernier carat, pour l'occlusion parfaite. Ce qu'il faut, c'est évidemment restituer une fonction cardiaque et éviter d'avoir un risque hémorragique chez ces enfants. Parfois, on a des situations presque désespérées, où on a des dilatations tellement volumineuses, ça veut dire qu'il y a une communication ici anormale entre une branche toujours de cette fameuse artère basilaire au centre du cerveau, et cette énorme dilatation de l'ampoule de Gallien, avec ici véritablement une artère qui se jette dans cette veine qui s'est dilatée. On doit un peu innover, on doit un petit peu essayer de trouver des solutions. Et quelles sont ces solutions ? C'est par exemple, dans ces shunts, ça veut dire un débit très important qui risque de faire partir notre matériel d'embolisation dans la veine, eh bien, on peut s'aider de micro-ballons pour ralentir le flux dans cette communication anormale et injecter cette colle parfaitement au bon endroit. C'est évident, quand on fait ça, vous imaginez qu'après ça, on va dormir pendant 24 heures et on n'opère plus. Ici, en tout cas, le but avait été de sécuriser ça en étant certain qu'on devrait, et Mme Valériou s'en souviendra parce que d'autres cas comme ça existent, où on laisse le microcathéter dans la tête du patient, ici l'enfant, parce que la glu est tellement à prise directe
qu'elle a vraiment capté et entrappé, si vous voulez, le cathéter dans l'artère. Si vous tirez là-dessus, vous partez évidemment avec l'artère cérébrale, ce n'est pas possible, mais ça a permis de traiter en totalité cette malformation géante avec, vous le voyez, un excellent résultat par la suite. Ça, c'est quand tout va bien. Tout ne va pas toujours bien, je vous l'ai dit. Les petits ont des maladies extrêmement agressives et aussi bien que l'on puisse les opérer. Ces résultats sont à peu près les mêmes dans tous les centres. Et je rends hommage ici évidemment au professeur Lajonias, qui est un des pionniers du développement de ces techniques chez les tout-petits. Eh bien, les tout-petits, ça veut dire les prémas et les nouveau-nés, on a 2/3 de ces enfants qui survivent et la moitié ont un développement cérébral normal. Quand vous faites ça tous les jours et qu'en parallèle vous faites des adultes et que vous avez 95% de résultats positifs, c'est pas acceptable, c'est pas tolérable et vous commencez à rêver. Vous commencez à vous dire tiens, et si on pouvait mettre ensemble les gens qui connaissent ces maladies, qui font des choses peut-être différentes, et ensemble construire un projet de recherche qui nous permettrait, d'une manière assez folle, d'imaginer qu'un jour, on puisse donner un médicament à la maman chez qui on découvre ces malformations pour les calmer et à ce moment-là avoir une malformation moins agressive, des bébés qu'on pourrait opérer vers 5-6 mois de vie par exemple, et chez qui alors on a des résultats qui sont à peu près superposables à ce qu'on a chez l'adulte. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'ai cherché sur le campus de notre université un labo avec qui nous associer. Et je salue ici le professeur Nicolas Bayenne du laboratoire de physiologie de l'ULB, avec qui on s'est associé, grâce aussi au soutien du fonds Erasme, qui soutient le service depuis de nombreuses années, pour espérer créer en tout cas, un modèle de cette malformation. Et je vous rappelle, la malformation de l'ampoule des Galiens, vous avez cette malformation très complexe, il y a 2 types, plein d'artères qui se jettent, ou bien une seule. Et au fil des années, on s'est rendu compte que la meilleure façon de développer un modèle était d'aller vers la génétique, vers des mutations qui avaient été mises en évidence chez les tout-petits, en utilisant une larve de poisson. Et on a pu, en quelques années, développer un modèle de cette malformation anévrismale de l'ampoule des Galiens avec les 2 types. Ça, c'est la larve normale, la larve avec de multiples chintes, et ici, un seul chinte qui est fortement dilaté. Cette première étape, qui était déjà extrêmement valorisante et enthousiasmante, nous a amené à d'autres travaux, puisqu'on a compris plus ou moins comment elle se formait. On s'est dit, mais corrigeons les voies de signalisation qui sont soit déficitaires, soit trop exprimées dans le cerveau chez cette larve de poisson. Et début 2023, on a commencé les premiers traitements chez ces larves de poisson avec des agonistes d'une voie, peu importe laquelle, MEC, PI3K, peu importe. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Eh bien, que l'on réduisait, comme dans mon rêve le plus fou, grâce aux travaux de cette équipe et du service, on réduisait véritablement le nombre de chintes, la taille des chintes, dans les 2 modèles de cette malformation anévrismale de l'ampoule des Galiens. Aujourd'hui, le papier est soumis dans Nature et les 3 reviewers ont dit oui, moyennant quelques expérimentations en plus qui sont en cours, et on espère resoumettre d'ici 2 mois à peu près, en étant toujours dans cette dynamique de changement de l'histoire d'une maladie, en se disant que l'étape d'après, ce sera évidemment d'avoir ce médicament disponible dans un essai multicentrique, probablement sur un consortium international, mais également de pouvoir l'appliquer dans les autres chintes artério-veineuses, puisque ces communications anormales, finalement, elles sont toutes les mêmes, des artères qui jettent dans les veines. On pourrait imaginer que cette découverte, qui est dans le cadre d'une maladie très rare, pourrait également s'extrapoler pour des maladies beaucoup plus fréquentes. Enfin, et j'en termine, avant de vous parler un tout petit peu du service, eh bien, les cancers du cerveau aussi font l'objet d'innovations très récentes dans les traitements endovasculaires que l'on peut prodiguer. La chirurgie a toujours sa place, évidemment, de première intention, qui est de retirer la lésion, mais ces tumeurs sont très infiltrantes, souvent malignes, et lorsqu'on laisse des résidus, eh bien, on peut aller par voie endovasculaire injecter des chimiothérapies, voire des nanoparticules modifiées. Et on a un projet de recherche aussi avec Florence Lefranc, qui est la neuro-oncologue en chef à l'hôpital Erasme, que l'on soumet bientôt également
dans l'une ou l'autre des fondations pour soutenir un projet de développement de certaines particules qu'on pourra injecter chez les patients atteints de cette tumeur, malheureusement, dont le pronostic reste très, très, très modéré. Voilà, j'en termine quand même en vous parlant du service, parce que on en est tous fiers, et je pense que les gens qui travaillent ici à l'hôpital ou les patients qui sont passés par le service le savent. Il y a une énergie, il y a une passion, il y a le feu qui anime ce service depuis 20 ans bientôt, et qui a été créé en 2016. C'est le seul service, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas ailleurs. On en fait ailleurs dans le pays de la neuroradiologie interventionnelle, mais pas suffisamment pour créer un service où vous avez 7 médecins qui y travaillent, 2 blocs opératoires, notre équipe ultra entraînée de neuroanesthésistes, d'infirmiers spécialisés, notre secrétariat qui gère évidemment du début de la prise en charge des patients, l'appel téléphonique jusqu'au suivi, une activité clinique qui est très importante puisque vous voyez entre 1200 et 1500 interventions diagnostiques et thérapeutiques par an. Les clés du succès, c'est le travail évidemment, la passion, c'est évidemment les collaborations en interne et en externe, des innovations, et clairement faire savoir ce que l'on fait à l'intérieur du réseau, à l'extérieur et au niveau international. C'est l'enseignement, le partage, la générosité, former des gens. Moi, je l'ai fait dès que je suis revenu de France, après avoir passé 3 ans là-bas, en formant beaucoup de fellows, donc des gens qui viennent soit de Belgique, soit de l'étranger, pour être formés dans ce domaine. Et évidemment, la recherche, essentielle quand on fait ce type d'activité, me semble-t-il, avec, vous voyez, plus d'une centaine d'articles publiés dans les meilleures revues et des projets qui sont encore en cours, dont un qui a reçu un prix de l'Académie. Le docteur Guénégaud fait sa thèse de doctorat avec moi sur le vasospasme, qui est une complication après la rupture d'anévrisme. Vous avez également le docteur Mine qui travaille sur les fameuses pathologies veineuses que l'on a vues, et notre biobanque et nos travaux en pédiatrie. Enfin, je termine en, je l'espère, vous ayant montré que cette neuroradiologie interventionnelle ou neurochirurgie endovasculaire est vraiment une spécialité à part entière, à l'intersection de la radiologie, la neurologie et la neurochirurgie, que d'année en année, son champ d'application augmente, que ses indications augmentent au bénéfice des patients, et que c'est vraiment un métier à part. Il n'y a pas de petite intervention, c'est très gratifiant de sauver des gens tous les jours, mais quand ça se passe mal, croyez-moi que revenir et recommencer à faire ça le lendemain ou la semaine qui suit, ça vous apprend la plus grande des humilités, notamment en pédiatrie, où vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et on essaye d'y contribuer le plus possible. La philosophie du service, c'est l'éthique, pour moi, de faire bien. On doit bien opérer, c'est la moindre des choses quand les patients viennent nous voir, mais on doit faire le bien. Quand ils appellent au secrétariat, qu'ils sont accueillis correctement, qu'ils sont suivis correctement par la suite, c'est cette prise en charge humaniste et globale qui, pour moi, représente plus que simplement un acte technique de haut vol. Et je conclus par la phrase que les patients disent du service, et en plus, ils sont gentils. Je pense que ça, c'est le plus beau des compliments qu'on peut nous faire, et je vous remercie pour votre attention. Pour le soigner de l'intérieur. En 1966, dans le film Le Voyage Fantastique, c'était de la science-fiction. Vous avez tous entendu parler de radiologie, d'échographie, de scanner, d'IRM, d'imagerie médicale au sens large, qui permet d'avoir une vue d'une partie du corps humain et de son fonctionnement, et de porter un regard diagnostique. L'imagerie interventionnelle, c'est la possibilité de se servir de ces outils d'observation pour guider des instruments miniaturisés qui vont permettre aux médecins radiologues d'intervenir sur les lésions sans scalpel et donc sans ouvrir le corps, aussi bien pour le diagnostic que pour le traitement. Parce que le radiologue interventionnel, c'est un médecin qui s'est spécialisé en radiologie et en imagerie médicale. Donc, comme tout médecin, il vous reçoit, vous diagnostique, vous traite et vous suit. Et comme tout spécialiste, il a ses domaines d'intervention, le cancer, la douleur et les urgences comme les polytraumatisés notamment. Voilà, donc je vais essayer au cours de ma présentation de ne pas répéter ce que Boris a mentionné. Donc donc se rappeler que c'est un
C'est un voyage donc, qui date depuis 1964, où un fameux radiologue a décidé de dilater une artère grâce à un ballon. Depuis, cette technique n'a cessé d'évoluer grâce aux performances des ingénieurs et des avancées technologiques. Et puis, on a commencé à progresser dans le domaine de la cancérologie, donc le traitement par voie transartérielle, la même technique qu'on utilise pour avoir accès à ce réseau vasculaire, et d'administrer la chimiothérapie et la radiothérapie intra-artérielle qui se sont avérées efficaces dans la prise en charge de ces patients. Et puis est apparu tout ce qui était technique d'ablation, donc de traitement de résection percutanée, plutôt que faire une chirurgie ouverte, ou même la cœlioscopie, donc avec des résultats quasi équivalents à la chirurgie quand l'indication est bien posée, bien entendu. Le but, ce n'est pas de remplacer la chirurgie. Et puis, ces actes ont continué à se développer au cours des années, et des nouvelles techniques apparaissent au fur et à mesure qu'il y a des centres de recherche et d'innovation qui existent. Donc ces actes, en ce qui me concerne, moi je vais parler donc de thorax et jusque plus bas. Et donc les actes sont classés en 3 niveaux. On a commencé par les actes simples, qui sont les ponctions, les biopsies. Et en général, au cours de la formation de radiologie, tout radiologue est censé avoir eu la formation pour réaliser ces procédures. Et puis il y a des actes qui sont dits intermédiaires ou des actes complexes. Et cette classification dépend du risque, des modalités diagnostiques et de l'expertise des centres qui réalisent ces actes. Elle présente plusieurs avantages, comme Boris l'a signalé, donc avec une efficacité validée et surtout un temps de récupération très court, donc une hospitalisation de courte durée et avec un taux de complications très faible. Et elle offre aussi un traitement aux patients chez qui la chirurgie est contre-indiquée. Alors, le domaine de la radiologie interventionnelle périphérique et vasculaire est extrêmement large. Donc, elle est thérapeutique, donc des gestes qui sont faits à froid, comme on dit. Elle est hémostatique, donc des actes qui sont faits en urgence. Les polytraumas, les hémorragies post-chirurgie, digestives, hépatiques, pancréatiques, œsophagiennes, orthopédiques. Et donc, tout ceci, la majorité de ces actes peuvent être pris par voie endovasculaire plutôt que refaire une nouvelle chirurgie afin de réaliser l'hémostase. Le domaine oncologique, comme on l'a signalé, donc ça commence par la biopsie, les accès pour le traitement de chimiothérapie, et puis il existe tout ce qui est traitement endovasculaire et l'administration du traitement, la chimiothérapie et la radiothérapie par voie endovasculaire. Et puis après, il y a tout ce qui est osseo-articulaire, donc le traitement des métastases osseuses, des tumeurs bénignes osseuses, l'ostéosynthèse, donc la mise en place de matériel d'ostéosynthèse par voie percutanée plutôt qu'aller par la chirurgie. Et puis, il y a tout ce qui est pathologie vasculaire, que je remercie Dr De Wilde, qui est effectuée de plus en plus par voie endovasculaire. Et c'est une activité qui est assurée en étroite collaboration avec nos collègues les chirurgiens vasculaires. Et je vais essayer de présenter quelques exemples afin d'illustrer les différentes techniques thérapeutiques. Donc, comme la neuroradiologie interventionnelle, nous également, on a besoin d'une salle d'angiographie. On n'utilise pas une salle à biplan, le plus souvent, mais certains actes peuvent être faits sous contrôle scanner ou sous contrôle échographie. Je vais essayer d'illustrer plusieurs cas, juste pour vous familiariser avec ces approches et les résultats qui sont validés actuellement. Donc, comme je vous ai dit, on a commencé par les actes qui sont de niveau 1, donc de niveau simple. Donc, comme vous voyez ici, donc la biopsie dans le cadre d'une mise au point d'un dysfonctionnement rénal, insuffisance rénale. Et comme ici, la biopsie dans le cadre de la mise au point d'un nodule pulmonaire et d'une lésion osseuse. La ponction simple pour un nodule thyroïdien. Et puis la technique a évolué. Donc pour la biopsie des nodules pulmonaires, de voir que actuellement il y a un projet de recherche qui existe dans notre institution
professeur Leduc est là pour les biopsies transbronchiques, donc on va par voie endobronchique plutôt qu'aller par voie percutanée. Ça a l'avantage d'éviter les pneumothorax et les complications qui sont liées à la voie percutanée. C'est également une avancée de la technologie. Et également, quand on regarde donc pour les ponctions des nodules thyroïdiens, on dispose actuellement, j'espère que ça va aller, on dispose également d'une ablation percutanée actuellement des nodules thyroïdiens que vous pouvez... J'ai un peu difficile avec les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on les avait essayées. Et donc actuellement, on a une étude prospective pour le traitement percutané des nodules thyroïdiens, donc évitant ainsi une chirurgie ouverte pour la résection de ces nodules. Je ne sais pas pourquoi on avait essayé tout ça. Ok, c'est de ma faute. Donc, on voit très bien avec des petites aiguilles comment est-ce qu'on peut traiter par verre cutané sous anesthésie locale. Donc, les patients arrivent chez nous, le nodule est ablaté et ils rentrent chez eux 2 heures après. Donc, évitant ainsi une chirurgie, on doit bien entendu s'assurer au début, après 2 prélèvements, que ces nodules sont des nodules bénins. Donc, il y a une classification pour tous les nodules et ceci peut être traité par voie percutanée plutôt qu'aller pour une chirurgie à ciel ouvert. Voilà, donc pour les angioplasties, donc la dilatation artérielle, que ce soit par ballon ou par mise en place d'un stent, donc toutes les artères peuvent être accessibles en général. Les indications peuvent aller de lésions simples, une petite occlusion ici au niveau de l'artère iliaque gauche pour un patient qui souffre d'une claudication, donc il y a des difficultés, une recanalisation et une restauration de l'axe vasculaire sous anesthésie locale, mais ça peut aller également avec des cas qui sont beaucoup plus compliqués, quand la chirurgie est contre-indiquée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore les cas où, quand les occlusions sont longues et avancées, la chirurgie demeure le premier choix, parce qu'elle a un meilleur résultat à long terme. Néanmoins, chez les patients qui ont des cas, qui présentent des cas extrêmement lourds ou qui sont contre-indiqués à la chirurgie, peuvent être pris en charge par voie endovasculaire, comme dans ce cas de figure, et on voit très bien qu'on arrive à recanaliser des longs segments artériels, occlusion. Maintenant, la perméabilité à long terme de ces recanalisations est nettement moins bonne que la chirurgie. Toutefois, on peut offrir cette recanalisation dans les cas aigus, afin d'essayer de sauver les membres de ces patients-là qui peuvent, bien entendu, en bénéficier et de leur permettre de rester autonomes. Les occlusions peuvent être beaucoup plus compliquées et actuellement, grâce aux stents couverts, donc ce sont des prothèses qui sont protégées et qui sont disponibles pour les placer par voie endovasculaire également, permettent aussi de reconstruire complètement un carrefour aortique. Ici, comme vous voyez, il y a une occlusion complète de l'aorte abdominale distale où on peut reconstruire entièrement ces axes vasculaires. Je reviens encore à vous dire quand la chirurgie est contre-indiquée, parce que dans des cas de figure, la chirurgie demeure le premier choix, bien entendu. Alors, les angioplasties peuvent avoir leur rôle dans une artère sous-clavière, comme dans le cas de figure ici. Vous pouvez les avoir aussi dans le cas de sténose de l'artère mésentérique. C'est une artère qui est extrêmement importante pour la vascularisation des intestins. Quand il y a 3 troncs qui vascularisent le système digestif et quand on a 2 artères qui sont malades sur 3, l'indication de dilater ces artères est validée, bien entendu. Et tout ceci se fait actuellement par voie radiale. Donc, c'est une ponction via l'artère radiale et ça peut se faire en one day. Si on décide de faire sortir le patient, on peut le faire sortir le jour même. Et ici, on retrouve la restauration. Il en va de soi également pour les artères rénales. Donc, en gros, grâce à l'avancée de la technologie, on peut aller de plus en plus distalement à des artères de l'ordre de 1 mm de diamètre et des indications existent actuellement, comme dans ce cas de figure, pour sauver les membres. Donc le but, c'est pas de garder une artère perméable à long terme. Toutefois, la recanalisation permet d'aider le chirurgien à faire la résection des zones nécrotiques et permet une meilleure cicatrisation plutôt que partir avec une amputation progressive au fur et à mesure que la nécrose progresse. Et ici, on retrouve très bien ici cette évolution chez ce patient, avec une limitation bien sûr des orteils amputés, à savoir aussi que c'est extrêmement important et c'est connu que ces patients restent valides et donc forcément ça diminue
leur mobilité, et c'est extrêmement important qu'ils ne deviennent pas dépendants et qu'ils ne nécessitent pas d'aide à domicile. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder parce que les vidéos, j'ai un petit souci avec, ils sont trop proches l'un de l'autre, et donc ici on voit très bien également la recanalisation de l'artère tibiale antérieure, ça passe mal. Voilà, donc on voit qu'on peut s'organiser. Donc ces angioplasties ne durent pas longtemps, donc la perméabilité de ces artères ne reste pas longtemps, mais comme on l'a dit, le but de cette recanalisation, c'est de pouvoir limiter l'amputation et de pouvoir obtenir une cicatrisation rapide de ces nécroses. Il en va de même également, donc un autre cas, comme je montre, avec une limitation des résections des orteils nécrotiques. Ça nécessite bien entendu l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire et particulièrement les soins locaux qui sont d'une extrême importance. Les dilatations de système veineux trouvent également son rôle, surtout chez les patients qui souffrent d'insuffisance rénale et qui sont porteurs de fistules artério-veineuses. La reprise de ces cas après la confection chirurgicale d'une fistule, les sténoses peuvent être traitées en cas d'un bas débit artériel ou d'un problème de temps de saignement important qui est lié à la sténose de la veine de drainage de ces fistules, permettant ainsi de garder cette fistule fonctionnelle. Alors, quand on parle des anévrismes, ils existent partout, bien entendu, et les anévrismes splanchniques, que ce soit au niveau des artères qui sont responsables de la vascularisation du tube digestif, mais également du foie, de la rate. Les anévrismes existent. La majorité de ces anévrismes sont pris en charge actuellement par voie endovasculaire. Je pense que le professeur Libich a fait le tour de la prise en charge de ces formations anévrismales avec une technique beaucoup plus poussée en neuro, interventionnelle bien entendu. Néanmoins, les mêmes dispositifs existent pour la prise en charge de ces anévrismes au niveau périphérique. Les anévrismes aortiques que vous connaissez tous, donc l'évolution a également progressé avec une prise en charge chirurgicale. Actuellement, le chirurgien peut réaliser ceci par voie percutanée avec des incisions au niveau du pli de l'aine, et une nouvelle technologie encore plus avancée peut être faite complètement par voie percutanée, donc même sans incision au niveau du pli inguinal. La surcharge pondérale peut toutefois présenter une limitation à cette technique, et la reconstruction, quand vous voyez des formations anévrismales qui avant nécessitaient une ouverture complète de la cage thoracique, actuellement peut être faite juste par un abord transartériel et la mise en place d'une endoprothèse permettant d'exclure la formation anévrismale. Il en va de soi pour les autres artères au niveau aorto-iliaque. Les anévrismes digestifs sont moins fréquents et ils ne sont pas indiqués pour être traités avant qu'un anévrisme atteigne 2 cm de diamètre, car le risque de saignement devient extrêmement important. Il y a plusieurs techniques d'embolisation, soit l'utilisation des coils, les filaments dont vous avez vu tout à l'heure. Donc, quand on peut se permettre d'occlure une artère, donc de l'occlure complètement, comme ici dans l'artère splénique, une occlusion proximale ne pose pas de problème quant à la viabilité de la rate, parce qu'il existe plusieurs petites artères qui émergent avant et qui peuvent assurer la vascularisation de la rate. C'est un réseau artériel extrêmement riche. Et il y a d'autres artères où on nécessite de les garder, comme dans le cas de figure ici, un patient qui est transplanté hépatique, et l'artère hépatique est extrêmement importante à la garder avec un anévrisme présent, et chez qui une mise en place d'une prothèse permet de la garder perméable et de la sauver. L'autre cas de figure, dans ce cas, chez un patient normal, où on peut, comme je vous l'ai dit, exclure complètement une artère grâce à la mise en place des coils. Une artère mésentérique supérieure, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'artère qui vascularise le tube digestif. Là, il faut bien entendu la sauvegarder, et donc on peut la traiter par mise en place d'un stent avec des coils si nécessaire. Ici également, dans le cadre d'une artère rénale, où on trouve une formation anévrismale qui est traitée par voie endovasculaire en sauvegardant, bien entendu, le parenchyme rénal et par conséquent la fonction rénale. Alors, pour les traumatismes et pour l'embolisation, donc, comme je vous ai dit, il y a les cas qui sont à froid, qui sont planifiés, programmés, mais il y a les cas qui sont urgents. Alors, pour les cas qui sont urgents, cette hémorragie peut être iatrogène, qui peut être liée à un acte médical, donc une ponction ou une chirurgie. Et donc, la prise en charge le plus souvent s'effectue par voie endovasculaire, comme je vous l'ai dit, qui a l'avantage d'éviter une chirurgie
à ciel ouvert, mais il y a également, donc dans ces cas également, on peut utiliser soit les coils, comme vous les voyez ici, quand on peut se permettre d'exclure complètement l'artère responsable du foyer hémorragique, mais la glu existe également, comme dans ces cas de figure, si on en a besoin. Ici, comme vous voyez, au niveau d'une branche de l'artère mammaire interne post-ponction hépatique. Alors pour les polytraumas, par contre, ça c'est un point extrêmement important. Donc il y a une réglementation qui est également instaurée et donc d'obtenir un niveau de trauma center de niveau 1. Le niveau 1 est un niveau qui doit répondre à plusieurs critères. Parmi ces critères, c'est la présence d'un service de radiologie interventionnelle disponible 24 heures sur 24 heures. Avant tout, c'est la présence d'une équipe chirurgicale, neurochirurgicale, abdominale, vasculaire, digestive, etc. Mais la présence d'une équipe de radiologie interventionnelle disponible 24 heures sur 24 est une exigence qui ne peut pas être disponible dans les différents hôpitaux. Ça nécessite une équipe assez nombreuse pour pouvoir assurer ce rôle de garde de tous les jours. Et il faut prendre en considération que la prise en charge de ces patients est extrêmement compliquée, étant donné qu'il n'y a pas un seul organe qui peut être atteint dans les vrais polytraumas. Et donc, voilà une étude qui a été publiée dans le Journal of Trauma en 2006. Si on prend le nombre de patients qui sont admis après un polytrauma, on retrouve que la majorité des patients présentent des lésions des 3 organes, un nombre très important de patients présentant une lésion des 3 organes à la fois. Et la Société américaine de chirurgie a classé ces traumatismes en 5 grades. Et cette classification est adoptée en radiologie diagnostique, bien entendu en mettant ceci avec les paramètres vitaux et la stabilité du patient, mais les patients qui ont un grade 2 et un grade 3 et grade 4, voire grade 4, sont traités par voie endovasculaire plutôt que chirurgicalement, du moment que le patient est stable ou que le réanimateur a pu stabiliser hémodynamiquement le patient pour être pris en charge en salle d'angiographie. Les patients qui sont instables sont bien entendu tout de suite transférés au bloc opératoire. Donc ici un exemple, si vous le voyez par exemple, donc l'association de plusieurs lésions à la fois. Donc on voit une petite contusion pulmonaire ici, pas importante, une fracture complète de la rate ici, une atteinte du parenchyme rénal associé avec un hématome périrénal. Donc l'avantage de la prise en charge endovasculaire, c'est qu'on peut atteindre les différents organes sans pour autant exclure complètement ces organes. Donc vous trouvez ici les faux anévrismes avec la mise en place de stents, par exemple de prothèses. Mais si on va par exemple dans le cadre de traumatisme hépatique, ici vous trouvez donc un patient qui est admis, qui nécessite une surveillance parce qu'au début, on ne voyait pas une fracture trop importante, puis on voit une lésion qui va de plus en plus en profondeur, et puis un foyer hémorragique actif. Et ces patients, bien entendu, la prise en charge se fait par voie endovasculaire plutôt que par une chirurgie. Un deuxième cas également, où vous voyez un hématome, une fracture qui va jusqu'à l'hépatique assez profonde, de grade 4, avec un hématome entourant, et la prise en charge s'effectue par voie endovasculaire. Qu'on utilise les coils ou la glu, c'est la même chose. Ça dépend de l'anatomie. Ici, en cas d'un anévrisme splénique, l'avantage de cette technique, c'est de pouvoir sauvegarder la rate. Donc, on est passé par une période où on faisait des splénectomies plus facilement. Actuellement, on est revenu à cette politique parce qu'on s'est rendu compte de l'importance de sauvegarder les rates dans le système immunitaire. Et ici, on peut être extrêmement sélectif en sauvegardant le reste du parenchyme splénique. Il en va de même également avec une embolisation suprasélective. Ici, je vous ai expliqué qu'on pouvait se permettre d'occlure une artère splénique quand on ne peut pas naviguer plus distalement et on se base sur les vaisseaux courts pour pouvoir reperfuser la rate et de ne pas la nécroser complètement. Ce genre de procédure nécessite un suivi, bien entendu, parce que ce qu'on peut obtenir, et c'est plus fréquent au niveau de la rate, c'est les abcès après les nécroses, après l'embolisation, qui peuvent bien entendu être traités par voie percutanée, ne nécessitent pas de chirurgie ouverte. Au niveau rénal, le problème se pose, est encore plus important, parce que la fonction rénale, comme vous le savez, il faut la sauvegarder. Dans ce cas de figure, vous avez une lésion hépatique qui est associée à la lésion rénale, et vous voyez ici qu'il y a un hématome périrénal. Et la prise en charge
bien entendu, peut être faite par voie endovasculaire avec un cathétérisme suprasélectif. On perd certes le segment rénal qui est vascularisé par l'artère qu'on a occlue. Néanmoins, on a réussi à sauvegarder le reste du parenchyme rénal et ça, c'est extrêmement important. Une chirurgie, fort probablement, aura resséqué beaucoup plus. Le chirurgien n'aura pas eu le choix afin de réaliser son hémostase. Ici, à notre cas de figure, on visualise également une embolisation suprasélective et l'on va de même ici afin de sauvegarder le reste du parenchyme rénal. Donc la prise en charge endovasculaire est de plus en plus considérée en premier choix. Les examens que je vous ai montrés, donc pourquoi est-ce qu'il faut faire une formation en radiologie puis en radiologie interventionnelle, il faut savoir interpréter les images également. Donc heureusement qu'on a des excellents radiologues diagnostiques, mais il faut aussi qu'on sache quels sont les cas qu'on peut gérer par voie endovasculaire ou pas. Sinon, on aura un taux de succès un peu moins élevé et ce n'est pas le but. Alors, un cas particulier, le traumatisme du bassin. Donc, le bassin est extrêmement riche en vascularisation. La prise en charge de ces traumatisés est extrêmement difficile. C'est des patients qui sont vite instables, avec un saignement veineux, mais d'une grande quantité. Et il faut se rendre compte que le pelvis est un endroit, c'est un petit bassin qui peut collecter une très grosse quantité de saignement avant que le patient devienne symptomatique sur le plan clinique, donc avant qu'on ait un abdomen qui gonfle, etc. Et donc la prise en charge de ces patients est extrêmement difficile, d'autant plus qu'on se retrouve avec parfois des fractures du bassin qu'on appelle un peu comme un bouquin ouvert. La majorité de cette prise en charge se fait par une contention du pelvis, des os du bassin quand elles sont fracturées. Si le patient est aux urgences stable ou stabilisé, il est transféré au scanner, on fait un scanner du corps entier et puis au niveau du bassin, il y a une embolisation qui se fait préventive dans le sens où on limite le flux artériel avec des particules résorbables. Si le patient est instable, il est transféré au bloc opératoire. On fait ce qu'on appelle un packing extra-péritonéal, donc on ouvre le ventre mais en dehors du péritoine. Le péritoine, c'est la couche qui couvre tous les organes. Et on fait un packing, on ferme et puis le patient est scanné à la recherche des foyers d'hémorragie. Ces foyers, comme on a dit, donc les fractures sont bilatérales et les fractures antérieures sont les plus dangereuses parce que le réseau artériel est plus complexe à ce niveau-là. Et donc, comme vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs foyers hémorragiques qui sont identiques et on est parfois amené à aller sélectivement. Vous voyez cette artère iliaque qui est spasmée, qui est de petit calibre ici. On ne voit pas vraiment de foyer hémorragique important, mais quand on voit sélectivement dans l'artère, on se rend compte que voilà, le foyer hémorragique est là, qui provient d'ici et qui a été traité, bien entendu, sur le tas. Alors, ce qui est embolisation à froid, l'embolisation thérapeutique, et là, je veux vous illustrer quelques cas. Donc, les embolisations sont actuellement validées pour le traitement des hémorroïdes, les hémorroïdes qui sont symptomatiques, des hémorroïdes internes avec des hémorragies à répétition. La prise en charge endovasculaire a démontré son efficacité, évitant également une chirurgie, même si on la compare à la résection à la ligature, plutôt des hémorroïdes. Donc il y a une technique, si vous voulez, on met une sonde d'échographie pour visualiser les hémorroïdes par voie transrectale et on peut les ligaturer. Actuellement, l'embolisation, on a une étude prospective également évaluant les particules dans la prise en charge de ces patients. Les autres pathologies sont la pathologie veineuse, donc la varicocèle, qui est souvent découverte chez les jeunes garçons. Elle est responsable d'une douleur testiculaire et elle est impliquée comme facteur de risque d'infertilité. La prise en charge se fait également par ponction veineuse, endoveineuse et le cathétérisme sélectif des veines spermatiques. L'embolisation peut avoir lieu soit à l'aide de coil, soit à l'aide de la glu, également, soit mixte. Donc on met un coil distal, on fait de la glu et puis on occlue avec un coil proximal. Et voici un exemple. Vous voyez une veine spermatique gauche qui est incontinente parce que, comme vous le savez, un réseau veineux est censé ramener le sang vers le cœur grâce aux valves. Ici, quand on injecte au niveau de la veine spermatique, on voit très bien le reflux qui descend au niveau du testicule. Et voici l'embolisation qui a eu lieu avec une thrombose de la veine qui va suivre. Cette pathologie existe également donc chez le sexe féminin, avec, dans le cas de figure ici, une compression
de la veine rénale gauche par l'artère mésentérique et par l'artère et par l'aorte. Donc c'est ce qu'on appelle un syndrome de casse-noisette, et il en résulte une importante dilatation de la veine ovarienne. Cette dernière également peut être prise en charge par voie endoveineuse avec une embolisation de la veine ovarienne et une dilatation de cette compression afin de faciliter le retour veineux. Il existe également le syndrome de la congestion pelvienne. Ce sont les varices pelviennes qui sont très fréquentes chez les femmes multipares. La prise en charge est également identique. La prise en charge des fibromes utérins, donc les femmes qui souffrent de saignements récurrents ou également parfois dans le trouble de fertilité. Selon la localisation des fibromes, ces fibromes peuvent être traités par voie endovasculaire. Ce sont des tumeurs bénignes, très riches. Et donc, à l'aide de microcathéters, on peut aller sélectivement dans les deux artères et traiter ces fibromes. Et si vous le voyez sur une séquence d'IRM, la taille des fibromes et la régression de ce dernier après embolisation. Donc, c'est une technique validée qui date déjà depuis 2003 maintenant. Et puis, on retrouve des embolisations des tumeurs bénignes rénales, donc ici, qui peuvent être responsables de foyers hémorragiques. Ici, on voit un foyer hémorragique autour du rein. C'est une tumeur, ce qu'on appelle un angiomyolipome, comme son nom l'indique. Donc il y a de la graisse, il y a des vaisseaux, donc qui a saigné, et donc la prise en charge peut être réalisée par voie endovasculaire plutôt que faire une chirurgie. Et si vous voyez le contrôle, donc la prise en charge par voie endovasculaire avec un microcathéter et l'embolisation des artères nourricières permettant de traiter la masse, mais de sauvegarder bien entendu le parenchyme rénal. Dans l'impotence fonctionnelle, donc l'embolisation des veines de drainage en cas de fuite veineuse peut être réalisée également. Les succès dépendent de la taille de la fuite veineuse. Donc ce qu'on fait, on fait une cavernographie, l'opacification des corps caverneux. On visualise les veines de drainage et par la suite, on peut aller sélectivement dans ces dernières et les embolisations avec de la glu afin de limiter le retour veineux. Le point qui est relativement récent, donc c'est la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc c'est une pathologie fréquente bénigne qui est responsable de symptômes diminuant un peu la qualité de vie des patients. Donc la prise en charge peut être prise, bien entendu, débute par un traitement médical. Il y a une ablation percutanée et il y a des résections par voie endo-urétrale, donc transurétrale. Et il existe bien entendu actuellement la prise en charge qui se fait par voie percutanée et qui est l'embolisation des artères prostatiques. Alors cette embolisation au début a posé des petits soucis parce que les anastomoses, et il y a une énorme variante anatomique des artères prostatiques. Et donc grâce à la technologie, ça nous permet d'être certains d'emboliser sélectivement ces artères et d'éviter une embolisation non cible. Ça veut dire que les particules qu'on utilise pour occlure les artères aillent dans un endroit où on n'a pas envie que ça aille, et donc ça peut poser des problèmes, que ce soit au niveau du rectum, au niveau de la vessie ou au niveau de la verge. Alors ici, vous voyez le cathétérisme de l'artère prostatique gauche, et quand on fait ce cathétérisme, on fait ce qu'on appelle un CBCT, donc on dispose d'un scanner qui est couplé à la salle d'angiographie, et donc ce scanner nous permet de visualiser le réseau artériel qui... C'est très bizarre. Et donc mettre notre patient et nous-mêmes, bien entendu, à l'abri afin donc d'éviter une embolisation non... En fait, je pense parce que les vidéos sont l'une à côté de l'autre, c'est ça qui fait que ça ne prend pas toujours. C'est l'une à côté de l'autre. Très bizarre. Ah voilà, ça marche. Merci beaucoup. Alors ici, vous voyez avec le scanner qui est réalisé alors que le cathéter est dedans, on voit très bien que le produit de contraste, ce que vous voyez en blanc, va uniquement dans la loge prostatique qu'on a envie d'emboliser. Et donc, grâce à cette technologie, ça nous permet de mettre nos patients à l'abri, et nous autres aussi, et donc de pouvoir traiter ces prostates avec beaucoup plus de sécurité, et ça nous permet de naviguer d'une façon plus sûre. Bon, c'est une technique qui nécessite une certaine dextérité et une excellente maîtrise donc, des variantes anatomiques, parce qu'il y en a énormément.
Et donc, ici, ça illustre donc les reconstructions. Vous voyez très bien, quand on met le microcathéter et on donne le produit de contraste en faisant le scanner en même temps, on voit très bien qu'on est à 100% au niveau de la prostate qu'on a envie de traiter. Cette technique a également évolué parce qu'au début, on mettait toujours une sonde urinaire afin de localiser la glande prostatique avant l'embolisation. Actuellement, dans notre équipe, en tout cas, on ne fait plus ça depuis 2 ans parce qu'on s'est rendu compte que en fait, 10 à 12% des patients nécessitent un sondage urinaire. Donc, ils font un syndrome d'obstruction urinaire aiguë après l'embolisation. Et parmi ces patients-là, la majorité, donc jusqu'à 75% de ces gens, ont déjà présenté des obstructions urinaires aiguës avant l'embolisation. L'administration de corticoïdes a été récemment publiée, ainsi que les anti-inflammatoires avant et juste après la procédure, a également réduit énormément de syndrome d'obstruction urinaire aiguë. Et par conséquent, ça nous a permis de ne plus sonder les patients, parce que ce n'est vraiment pas un acte très sympathique. Comme je vous ai dit, pour le CPCT, donc ça vous permet d'exclure les artères que vous n'avez pas envie d'emboliser. Ici, en l'occurrence, c'est l'artère pénienne qu'on a pu mettre un coil pour l'exclure avant l'embolisation. L'occlusion de l'artère pénienne proximalement ne pose pas un problème d'érection, étant donné que le réseau de collatéral permet de prendre cette artère en charge plus distalement. C'est un réseau extrêmement riche. Néanmoins, ça permet de traiter nos patients sans risque. Une technique qui a un excellent taux de succès, mais comme je vous ai dit, ça nécessite une dextérité, une certaine maîtrise et une connaissance de l'anatomie. Les risques sont bien entendu le risque d'occlusion ou de dissection de l'artère au cours du cathétérisme, et bien entendu, ça mène à un échec. Dans le domaine, je vais essayer de faire rapidement parce que je ne veux pas faire trop long. Donc, dans le domaine osteoarticulaire, dans les arthroses et dans les capsulites rétractiles, ça c'est également un domaine extrêmement chaud pour l'instant, avec une embolisation sélective des blushs vasculaires, comme vous voyez par exemple ici, et l'embolisation avec des particules résorbables. Donc, ce n'est pas une embolisation définitive, ça se résorbe tout seul, permet de couper, si vous voulez, le cercle vicieux d'apport, réaction inflammatoire et processus inflammatoire. Et c'est une technique qui est proposée actuellement chez les patients qui souffrent de capsulite rétractile, après avoir bien entendu essayé le traitement conservateur, à savoir en général la kiné ou les arthrographies, par exemple, quand on injecte du produit de contraste dans l'articulation pour expandre un peu la capsule. Mais l'embolisation retrouve, et de plus en plus de papiers sortent dans la littérature à ce sujet-là avec de très bons résultats. Je vais passer tout ce qui est oncologique. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement important et dans lequel la radiologie interventionnelle joue un rôle vraiment très important. C'est ce qui est ablation percutanée. Donc, c'est l'ablation de tumeurs par abord percutané grâce à des aiguilles. Ces tumeurs peuvent être bénignes ou malignes, bien entendu. On dispose de 3 technologies actuellement les plus utilisées. Donc, c'est l'ablation par la température, donc ce qu'on appelle le chaud et le froid. Donc, le chaud, c'est la radiofréquence et la micro-ondes, et le froid, c'est la cryothérapie. Donc, on gèle la tumeur. Cette technologie peut être utilisée sous contrôle tomodensitométrique, donc sous scan, pour être précis. Vous imaginez bien une tumeur ici au niveau de l'épaule, chez un garçon de 16 ans. Si vous voulez faire une chirurgie pour aller l'atteindre, il fallait traverser tous les muscles, accéder labrante. Ici, grâce au scanner et au guidage, on peut placer à 100% l'aiguille au sein de la lésion et de la traiter grâce à une aiguille pareille. La cryothérapie est une technique qui se base sur le froid, comme on a dit. Et donc, on dispose de cette technique dans notre institution. Elle a un gros avantage de pouvoir visualiser donc, vous pouvez visualiser l'iceberg, comme on dit. Donc, vous voyez, on met l'électrode dans l'eau et on teste l'électrode afin de s'assurer que l'électrode gèle. Et donc, ça vous donne, c'est ce qu'on appelle le ice ball. Donc, vous voyez très bien la zone que vous allez ablater, que vous allez geler. Et donc, ça a un grand avantage d'être extrêmement précise dans des lésions qui sont difficiles ou qui sont very touchy, donc proches d'une structure importante. Et on dispose de ces 3 techniques. Donc, comme je vous ai dit, pour l'ablation, donc que ce soit au niveau osseux, donc le résultat, que ce soit au niveau des tumeurs rénales, actuellement les tumeurs,
Le carcinome, donc le cell carcinome, c'est des tumeurs qui sont diagnostiquées de plus en plus tôt. C'est ce qu'on appelle les incidentalomes. Donc, on fait un scanner chez un patient pour une douleur abdominale et on tombe sur la tumeur rénale et on la traite par voie percutanée. Donc, la chirurgie n'a plus de place pour ces patients-là. Voilà le résultat avec une ablation percutanée. Les ganglions également que vous voyez ici peuvent être accessibles grâce au guidage tomodensitométrique. Les lésions hépatiques qui peuvent être traitées également par voie percutanée, comme vous le voyez ici, et les lésions pulmonaires également, les métastases, peuvent également être traitées par voie percutanée. Il existe d'autres alternatives thérapeutiques, bien entendu, donc la radiothérapie stéréotaxique externe, beaucoup moins invasive. Néanmoins, les patients qui récidivent après une radiothérapie ont une fonction respiratoire qui est précaire, qui est altérée, et donc l'ablation se fait percutanée également au niveau des nodules thoraciques. Une ablation, comme vous le voyez ici, donc on peut contrôler à 100% notre sonde d'ablation et on voit très bien le foyer hyperéchogène floconneux démontrant la zone qui a été ablatée et s'assurer que toute la lésion a été traitée. On dispose de différents types d'aiguilles également afin de s'assurer que l'aiguille est bien fixée au niveau du dôme du foie, en l'occurrence ici, parce qu'avec la respiration, le nodule peut bouger de place. Donc, les ablations sont une alternative thérapeutique, mais il y a ce que je vous ai raconté également, la chimiothérapie transartérielle et la radioembolisation transartérielle. Elle a une énorme place dans les lésions hépatiques. Comme vous le savez, le foie est vraiment l'organe qui est le plus touché du point de vue métastase. Et il présente également une tumeur primitive qui est l'hépatocarcinome. Ici, quand vous voyez par exemple une lésion au niveau du foie visualisée à l'échographie, qui est à ce niveau-là, on réalise un PET scan que vous connaissez, vous avez entendu parler, et donc ça m'ennuie, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Très bizarre. Ah, voilà. Donc vous voyez les foyers du PET scan, le traitement par chimioembolisation. Voilà, donc l'installation du cathéter, eh bien entendu, on utilise également la même technique, donc le cone beam CT, pour être certain qu'on a placé notre microcathéter juste avant les artères nourricières de la tumeur. Et vous voyez le contrôle du PET scan par la suite. Voilà, avec une disparition des foyers hypercaptants. Donc on ne dit pas que c'est la seule technique qui existe, néanmoins c'est une technique qui est considérée comme premier choix dans les hépatocarcinomes quand ils ont une taille plus grande que 3 cm. Les nodules qui ont 3 cm au moins sont traités par la technique percutanée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si les nodules sont dans les 6 cm, là, on va plutôt par la radioembolisation. Cette technique qui est également extrêmement efficace, mais qui nécessite un workup beaucoup plus important. Donc, on fait toujours l'artériographie, on va sélectionner l'artère qui nourrit la tumeur, on va donner de l'albumine marquée dans l'artère. Le patient va aller en médecine nucléaire, on va le scanner, on va s'assurer que toute la lésion est couverte par notre albumine, donc que l'albumine se fixe sur toute la lésion. On calcule la dose qu'on doit administrer et le patient est repris une semaine après où on administre un traitement par radioactif, donc l'yttrium 90. Donc, on traite par embolisation, la radioembolisation. Alors, elle trouve également son rôle chez les patients qui ont, par exemple, multiples métastases au niveau du foie droit et qui sont candidats pour une résection du foie droit. Donc, afin de pouvoir faire cet acte, il faut hypertrophier le foie gauche qui est sain. Donc, on fait une radioembolisation au niveau du foie droit, ce qui permet au foie gauche de s'hypertrophier et ça permet d'obtenir un volume suffisant pour que le chirurgien puisse resséquer le foie droit et garder le foie gauche qui est sain. Je passe rapidement au niveau osteoarticulaire et aussi il y a également des innovations extrêmement importantes, particulièrement dans le domaine oncologique. Donc, comme vous le savez très bien, les lésions osseuses sont extrêmement douloureuses et fragiles et qui sont responsables de fractures pathologiques. Les traitements actuellement peuvent avoir lieu par voie percutanée, comme vous le voyez ici avec une cimentoplastie, donc l'injection de ciment afin de couvrir
la lésion lytique et d'éviter sa fracture. L'effet de la cimentoplastie est également important pour la radiothérapie par la suite parce que ça retient la chaleur et donc il a un effet synergique. Alors on a poussé encore plus loin la technique et donc actuellement, comme dans ce cas de figure, vous pouvez voir donc au niveau du bassin une lésion lytique avec une fracture osseuse associée. Ces fractures sont extrêmement difficiles à traiter chirurgicalement, donc ça c'est aussi un travail qui est en étroite collaboration avec nos collègues orthopédistes. On est ensemble en salle et vous voyez très bien qu'on peut placer les ciments et faire une ostéosynthèse, donc placer la tige d'ostéosynthèse également par voie percutanée. Donc on ne fait pas de chirurgie, tout se fait en salle d'angiographie grâce au CBCT, une technique extrêmement importante. Et ça, c'est l'acquisition après l'ablation. Vous voyez très bien le placement de l'ostéosynthèse qui va vraiment d'une façon extrêmement précise tout le long de l'axe osseux et ainsi que le placement des ciments pour consolider cette lésion après ablation. Donc ce qu'on réalise, on fait une ablation grâce à une électrode de micro-ondes parce qu'il y a une tumeur qui sort de l'os. Et puis on met le ciment et puis on place l'ostéosynthèse, la vis, pour consolider tout ceci. Voici un autre cas de figure où vous trouvez, c'est vraiment extrêmement étendu comme lésion. Une chirurgie comme ça pour pouvoir fixer nécessite 6 à 8 heures. Donc actuellement, la prise en charge s'effectue par voie percutanée. Donc on fait le planning, quels sont les axes qu'on va entreprendre pour fixer ces lésions. Voici le contrôle après ablation, cimentoplastie et ostéosynthèse. Et on voit le scan, le CBCT de contrôle qu'on réalise bien entendu au moment même de la procédure et qui permet de confirmer le bon positionnement de l'ostéosynthèse. On la voit ici, donc le passage de la première vis qui est celle-ci, et puis vous voyez plus bas le ciment. Voilà la lésion lytique et vous voyez une deuxième vis qui va consolider la première et permettre ainsi de consolider le bassin et d'exclure des fractures pathologiques par la suite. Alors voilà donc en résumé où on est la radiologie interventionnelle actuellement. Donc elle couvre un vaste domaine dans la prise en charge des patients, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, oncologique, non oncologique, les embolisations à froid, à chaud. Et donc, il y a énormément de projets d'avenir. Donc, les traitements des tumeurs mammaires par cryoablation plutôt que recycler ça chirurgicalement. Donc, ça, c'est un projet, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse le réaliser parce que je pense qu'on va limiter énormément les mutilations chirurgicales. Actuellement, on n'a pas le choix, malheureusement. Il existe la robotique qui est également active actuellement avec la perméabilité de naviguer par GPS pour des nodules qui ont une localisation extrêmement difficile et dangereux pour aller juste par l'expertise du radiologue. Alors, voilà, en conclusion, c'est ce qu'on croit. Malheureusement, c'est ce que le professeur Lubitsch nous a dit. Donc, cette spécialité n'est pas reconnue en Belgique. On est le pays le plus en retard pour reconnaître cette spécialité. Donc, c'est extrêmement triste parce que quand on traite un patient, on ne peut même pas demander une imagerie pour le suivre. Donc, on peut, par exemple, ne pas demander une IRM après avoir traité un patient. C'est un peu dommage. Mais voilà, néanmoins, on y croit toujours et ça va aller. Alors ici, je vous représente l'équipe. Le docteur Jean-Philippe De Wild, qui est présent parmi nous aujourd'hui. En général, il surveille tout de loin. Et quand il est en congé, même, il donne ses consignes. Madame Dr Marie-Luce Chirad, Salvatore Murgo, Arnaud Bourguignon, Maxime Deforge. En général, il est plus sérieux que ça, mais ici, il est joyeux. Notre chef technologue et notre coordinatrice. Et merci pour votre attention.